بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde, toujours dans le module réseau informatique sans fil. On va voir aujourd'hui le chapitre numéro 2 pour les méthodes d'accès multiples. On va commencer par liaison point à point par rapport à une liaison multipoint. On va commencer par point. Donc, une liaison généralement bidirectionnelle partagée entre un émetteur et un récepteur, liaison dédiée, pas de problème d'accès. Par contre, pour une liaison multipoint, nous avons un lien partagé entre plusieurs stations. Nous avons aussi le conflit d'accès. Nous avons nécessité d'un protocole d'accès multiple. On va voir maintenant le problème de collision entre, bien sûr, deux stations émission-réception. L'accès aux médias de transport est géré par la sous-couche MAC, ce qu'on appelle Medium Access Control, de la couche liaison du modèle OSI. Vous avez dans la première couche physique, liaison de données et réseau, donc c'est Data Link Control et Medium Access Control. Quatrième couche, c'est pour le transport. Cinquième, c'est session. Sixième, présentation. Et septième, application. Donc, pour 5, 6, 7, ce sont des couches orientées application. Pour la 4, c'est la couche médiane. Pour 1, 2, 3, ce sont des couches orientées transmission de données. Pour les protocoles d'accès multiples, donc les méthodes d'accès ou bien les protocoles d'accès ou bien les politiques d'accès, ce sont des algorithmes qui déterminent comment les stations partagent efficacement un canal. Les communications entre les stations doivent utiliser un seul et unique canal. Comment peut-on utiliser un canal partagé par plusieurs stations? Premièrement, diviser le canal et l'attribuer aux différentes stations. La division peut être en temps, en fréquence ou par un code. Deuxièmement, tolérer un accès aléatoire, mais gérer les collisions s'il y a lieu, bien sûr, facile avec certaines technologies filaires, plus difficile avec d'autres qui sont sans fil. Troisièmement, nous avons le contrôle d'accès par une station supérieure. Dans ce cas, une seule station contrôle, donc ce qu'on appelle le maître, et toutes les stations participent au contrôle. C'est le passage d'un jeton avec plusieurs classifications existantes. On va parler maintenant des classifications des protocoles d'accès multiples. On va commencer par classification. Donc, pour Multiple Access Protocol, nous avons Random Access Protocol, donc c'est aléatoire, on trouve Aloha, CSMA, CSMACD, CSMACA. Et on trouve deuxième partie, c'est des protocoles d'accès contrôlé. On trouve Reservation, Polling and Token Passing. On trouve des protocoles par canal. On trouve le FDMA, le TDMA, le CDMA. Pour les protocoles à accès contrôlé par consultation, nous avons la coordination de l'accès aux médias partagés pour éviter les collisions. Deuxièmement, les protocoles à accès aléatoire par compétition et par contention. Permet les collisions, doit réagir face aux collisions. Ce sont des protocoles à partager de canal par canalisation ou bien par multiplexage. On trouve dans ce cas la division du canal en petits bouts, soit suivant le temps, ou bien la fréquence ou bien le code, et allocation de ressources dans un nœud pour une utilisation exclusive. On va parler maintenant de la classification des protocoles d'accès multiples selon le type d'allocation. Est-ce qu'elle est statique ou bien dynamique ou bien avec compétition? Pour le premier type, donc, classification selon le type d'allocation statique, dans ce cas, chaque émetteur a une part fixe des ressources. Exemple, le TDMA, c'est en temps, FDDMA en fréquence et CDDMA. Pour le deuxième modèle, c'est dynamique. Dans ce cas, on trouve deux types, soit aléatoire, un accès aléatoire ou bien déterministe. Dans l'accès aléatoire, chaque émetteur émet quand il veut. Exemple, Aloha et CSMA. Pour le accès déterministe, une station contrôle la distribution des ressources, exemple les jetons.
Maintenant, selon les méthodes d'accès avec compétition, dans ce cas, chaque émetteur essaie de prendre le contrôle du canal, exemple Aloha et CS-AMA, avec un accès ordonné. Chaque émetteur accède à son tour ou à sa bande, est-ce qu'elle est TDMA en temps ou bien division en fréquence FDD. Pour les protocoles à accès contrôlé, soit par réservation polling ou bien jeton circulant, pour les protocoles à accès contrôlé méthode par réservation, nous avons une station doit faire une réservation avant d'envoyer des données. Le temps est divisé en intervalles. Vous avez une trame de réservation précède les trames de données envoyées dans chaque intervalle. Bien sûr, s'il y a n stations dans le système, dans ce cas, il y a exactement n mini-slots dans la trame de réservation. Et chaque mini-slot appartient à une station. Quand la station veut envoyer des données, elle fait une réservation dans sa propre. Les stations qui ont fait des réservations peuvent envoyer des trames après la trame de réservation. Vous avez ici, par exemple, des réservations frame, donc entre 1 et 5. Après, on trouve une station de données. Deuxième réservation de frame, de section de données, 1, 4 et 3 et 1, avec une réservation de frame à la fin. Pour les protocoles à accès contrôlé, on va commencer par la méthode par interrogation, bien ce qu'on appelle le polling. Il fonctionne dans une architecture maître-esclave, impose l'ordre en désignant une station primaire, maître ou contrôleur, et les autres sont secondaires. Le maître est désigné soit d'une manière statique, ce type de configuration, ou bien dynamique par élection. La station primaire contrôle le lien et les stations secondaires suivent ses instructions. Nous avons que le maître interroge périodiquement, polling, toutes les autres stations secondaires. L'échange de données se fait via le maître, même si la destination finale, c'est une station secondaire. Le maître donne le droit à transmettre au secondaire. Le droit est donné à tour de rôle, scrutation ou selon un ordre connu par le maître. Toujours on trouve ça sur les systèmes embarqués. La station secondaire rend le droit au maître après avoir terminé la transmission. Donc, pour les méthodes par interrogation polling, le process envoi de données se fait selon deux opérations. Vous avez première opération poll, deuxième opération, c'est le select. On va commencer par le poll. Dans ce cas, la station primaire demande chaque station secondaire si elle a des données à envoyer. Si la station secondaire a des données à transmettre, elle va envoyer la trame de données. Dans ce cas, la station primaire renvoie un ACK après réception de la donnée. Maintenant, si elle n'a pas de données à envoyer, elle envoie un équipement négatif. Et la station primaire interroge ensuite la station secondaire suivante. Maintenant, on va parler du mode select. Dans ce cas, si la station primaire a des données à envoyer, elle envoie un message à toutes les stations. Premièrement, de transmettre une trame select avec l'adresse de la station secondaire concernée. Deuxièmement, attendre un équipement ACK de la part de la station secondaire concernée. Maintenant, si la station secondaire est prête à recevoir, elle renvoie un ACK. La station primaire commence la transmission. Donc, vous avez primaire A et B, c'est avec le mode select cell, ACK, data frame et ACK. Quels sont les avantages de la méthode par interrogation polling? Donc, premier avantage, c'est la possibilité d'attribuer des priorités pour assurer un accès plus rapide pour quelques stations secondaires. Deuxièmement, nous avons le temps maximum et minimum d'accès au canal sont prévisibles et fixes. On va parler maintenant des inconvénients. Donc, vous avez une grande dépendance à la fiabilité de la station primaire, utilisée seulement dans les réseaux de petite taille.
toujours avec les protocoles à accès contrôlé. Maintenant, on va parler de la méthode à jetons circulants. Dans ce cas, les stations sont disposées formant un anneau, représenté dans cette figure. Nous avons un jeton qui circule d'une station à une autre. La station qui veut transmettre garde le jeton et transmet. La libération du jeton peut être après la fin de la transmission, donc c'est un jeton ordinaire, ou bien après un laps de temps connu à l'avance, si on travaille avec un jeton temporisé. Pour les méthodes à jetons circulants, donc on va voir les avantages et inconvénients. On va commencer par les avantages. Donc, il garantit de bandes passantes pour chaque station, garantit des délais bornés pour les jetons temporisés, bien adaptés au réseau industriel et embarqué. Pour les inconvénients, pardon, nous avons qu'une station qui fonctionne mal peut monopoliser le jeton, donc c'est famine. Nous avons des effets négatifs de période transitoire de perte de jetons, inefficacité en cas de charge faible, et nous avons des tâches d'administration supplémentaires qui affectent la performance du réseau. Dans ce cas, la création et la maintenance de l'anneau par une combinaison logique et le contrôle et régénération des jetons. Les protocoles à accès aléatoire par compétition, on trouve Aloha, le CSMA/CD, le CSMA/CA, pardon. Pour les protocoles accès aléatoire, leur principe, bien sûr, nous avons toute station peut envoyer à tous instants sans réservation préalable, pas de coordination entre les nœuds. Si vous avez deux stations ou plus transmettent en même temps, dans ce cas, on aura la collision. Comment détecter les collisions? Donc, comment réagir face aux collisions? Exemple, des transmissions retardées. Plusieurs méthodes existent. Nous prendrons en détail Aloha, le CMA, Carrier Census Multiple Access, le CSMA/CD, donc c'est le CSMA, with collision détection, donc détection de collision, et le CSMA/CA, le CSMA with collision avoidance. Donc, toujours pour les protocoles accès aléatoire, on va parler de la méthode Aloha. La première méthode d'accès développée à l'université d'Hawaï au début des années 70. Nous avons deux variantes, Aloha pure et Aloha à tranche, ou bien ce qu'on appelle slotted. Aloha pure, donc si vous avez une station à des informations à émettre, dans ce cas, envoi immédiat sans se préoccuper des autres. Si vous avez collision, alors retransmettre ultérieurement. Les avantages, nous avons complètement décentralisé, pardon, aucune synchronisation préalable à une émission. Côté inconvénient, nous avons des pertes d'informations suite à une collision, perte dans la bande passante, puis la transmission des trames en collision n'est pas interrompue. Bien sûr, le débit vers zéro si le nombre de stations augmente. Voici sa représentation, donc comment le passage du frame dans le réseau Aloha. Pour Slotted Aloha, c'est une amélioration de Aloha où le temps est subdivisé en des intervalles ou bien des tranches correspondant à la transmission de morceaux, messages de taille égale. Une émission n'est permise qu'au début d'une tranche. Lorsqu'une collision se produit, elle est limitée à une tranche. Ainsi, si une partie d'un message a été correctement transmise, elle le sera durant le reste de la tranche. On arrive ainsi à doubler le débit et cette technique est coûteuse à mettre en œuvre étant donné que les communications doivent être synchronisées. Voici la représentation donc pour les frames dans le modèle Aloha Slotted. Donc, on va comparer Aloha pure par rapport à Slotted Aloha. Pour Aloha pure, elle est simple et pas de synchronisation, pas d'intervalle. Nous avons une probabilité de collision élevée. Un paquet envoyé à T0 entre en collision avec les paquets envoyés à l'instant
T0 moins 1 et T0 plus 1. Ils ont des rendements très mauvais en cas de charge V, donc trop de collision. Pour Slotted Aloha, c'est la nécessité d'une synchronisation des horloges pour répéter les débits des slots. Moins de collision par rapport à Aloha pure. Donc, un paquet envoyé à T0 n'entre en collision qu'avec les paquets envoyés à T0. Rendement reste très mauvais. Gestion de la synchronisation. Pour les protocoles toujours à accès aléatoire, on va parler maintenant des méthodes CSMA. Le principe est de ne pas transmettre si le support est occupé, contrairement à Aloha. Donc, premièrement, faire l'écoute du canal. Et les méthodes CSMA utilisent la technique du bake-off. Retarder la transmission en cas de collision d'une durée calculée aléatoirement et les calculs de back-off. Chaque station tire aléatoirement un délai d'attente T comprise entre 0 et CW. CW, c'est la taille d'une fenêtre de contention. Un certain nombre de slots. L'équation, bien sûr, T entre 0 et 2, puis K. Donc, K, c'est le nombre de collisions déjà détectées. Attendre pendant T slow avant de revérifier si le support est libre. La durée d'un slow time est définie de telle sorte que la station est toujours capable de déterminer si une autre station a accédé au support au début du slow précédent. Exemple pour Wi-Fi, donc vous avez time slow égal à 20 microsecondes. Pour la méthode CSMA, par rapport /CD, donc utilisée dans les réseaux filaires Ethernet, le I3E 802.3, écoute le canal s'il est libre, alors transmettre immédiatement, sinon attendre qu'il soit libre par des écoutes périodiques. Faire de l'écoute en même temps que la transmission. La différence entre le signal émis, celui reçu indique une collision. En cas de collision, donc arrêter la transmission, envoyer des données de bourrage, attendre un temps aléatoire bake-off et réessayer. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo. Inch'Allah, ben, ma djikomsh la vidéo, tout est là. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.